Bonsoir. Je vous en prie, approchez-vous s'il vous plaît. Approchez-vous, venez vous asseoir. Donc bonsoir à tous. Chers Claraninques, mesdames, messieurs, nous vous remercions d'être aussi nombreux ce soir et d'avoir répondu à notre invitation. Ce qui montre bien votre attachement à notre village et qui également montre que vous êtes sensibles aux intempéries que nous venons de vivre. Donc ces intempéries du 22 et 23 janvier que nous avons subies ont rendu tristement célèbres les Claraninques dans tout le pays et donné une image de notre village comme un village sinistré. Une secrétaire d'État s'est même déplacée pour rencontrer des Claraninques, mais depuis cette date, rien n'a bougé. Comment peut-on rester inactif à cette médiatisation et surtout à un réel désarroi de la population? Nous avons pu mesurer votre inquiétude et vos attentes, et surtout, lors de nos visites que nous continuons à faire à vos domiciles. Pour l'instant, la campagne continue, la campagne municipale bien entendu, et l'espace est occupé par un certain nombre de candidats qui passent plus de temps à montrer leur colistier avec des vidéos, des choses comme ça, plutôt qu'à se préoccuper de la vie des Claraninques et des problèmes des Claraninques. Notre équipe, par contre, est attentive à ce que souffrent les gens de notre village et nous avons décidé de vous présenter donc le film des événements et des raisons qui ont fait que nous avons subi une nouvelle fois, encore une fois, une inondation. Donc les propositions concrètes que nous vous présenterons tout à l'heure sont issues d'investigations, de réflexions et de conclusions. Ces conclusions sont les causes de cet épisode douloureux que nous avons tous vécu. La fatalité dont on vous parle n'est en rien responsable de ce que nous venons de subir. La négligence, en connaissance de cause, est encore plus grave pour nous. Savoir et ne rien faire est impensable de la part d'élus totalement irresponsables. Nous mettons en cause tous les organismes aux responsabilités sans exception. Je pèse mes mots lorsque je dis ça. Donc nous allons vous laisser maintenant juger de vous-même avec la présentation d'un petit film qui retrace une partie de ces événements avec des photos et des vidéos. Et ça vous permettra de juger, pour les personnes qui l'ont vécu de façon moins difficile, ce qui s'est passé sur Cléra. Donc à l'issue de ce film, vous pourrez poser vos questions et nous répondrons à toutes vos questions. Voilà, merci. Bon visionnage, à tout de suite.
Life.
Voilà. Donc, on va conclure là-dessus pour le film. Je vais vous donner 2-3 informations et après, Jean Perrault, qui est là, complétera. Toutes ces vidéos et ces photos sont issues des investigations qu'on a pu faire, comme je vous l'ai dit, pendant les inondations, au lendemain des inondations. On a pu constater un certain nombre de choses. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, la fatalité n'a rien à voir dans l'histoire. C'est seulement de la négligence et du mauvais entretien qui nous a conduit, encore une fois, à être inondés. Sur la vidéo, on a vu à 2-3 endroits donc, une vanne qui semblerait ne pas être étanche. Cette vanne n'est pas étanche, pas depuis le début de l'année, elle n'est pas étanche depuis des années. Ça, c'est quelque chose qui est absolument inadmissible. Donc les services, soit de la commune, soit de l'association qui gère ce ruisseau, auraient dû faire en sorte de rendre cette vanne étanche. Donc là, bien entendu, on remarque la négligence est d'autant plus grave que ces gens-là savaient. Donc lorsqu'on ne sait pas, c'est de l'ignorance. Lorsqu'on sait, je n'ose pas bien dire le terme. Donc un autre élément, on l'a vu dans la vidéo, on sait que cette inondation, récurrente encore une fois, vient essentiellement du Rec, le ruisseau qui traverse Cléra, qui prend son origine à Rivesaltes, qui passe derrière la zone commerciale, et il arrive jusqu'à Cléra. Ce ruisseau donc est équipé de vannes au niveau de Leroy Merlin. Ces vannes fonctionnent tant bien que mal, on va dire, ne sont pas vérifiées ni entretenues. Et ces vannes-là, lorsqu'elles sont fermées, devraient protéger Cléra. Il faut savoir qu'en amont de ces vannes se trouve un tampon. Malheureusement, je n'ai pas pu le filmer au moment de l'inondation parce qu'on n'avait pas d'accès. Ce tampon s'est soulevé, a généré une gerbe d'eau d'environ 1 mètre de diamètre par 1,50 m de hauteur. Toute cette eau qui s'est engouffrée donc, sur la zone, près de la zone commerciale, a pris le chemin de la Chapelle et par le chemin de la Chapelle est arrivée à Cléra. C'est une des vidéos qu'on voit qui a été tournée par quelqu'un qui est avec nous. Et donc toute cette eau a suivi le chemin de la Chapelle, passé près de la Chapelle Saint-Pierre, près de la station de pompage, et est arrivée à Cléra tranquillement et a inondé l'ensemble de la ville. Donc il n'y a pas de fatalité en la matière, il n'y a que de la négligence. La glie a été contenue par la digue. Comme on vous l'a dit dans le tract qu'on a diffusé avec un certain nombre de chiffres, heureusement, il n'a pas beaucoup plu à Cléra, il a plu beaucoup en amont. Le débit de la rivière était mesuré minute par minute grâce à Vigicru, c'est une mesure qui est à Rivesaltes. Cette mesure a indiqué des valeurs d'environ 980 m3 secondes lorsqu'on était au pic de la crue. Et là, à ce moment-là, il y a eu quelques débordements au niveau de Leroy Merlin sur le dessus de la digue. Il faut comparer cette situation à celle de 1999, où beaucoup de gens ont oublié. Il y a quand même eu 32 morts sur l'ensemble du département, enfin des départements des Pyrénées-Orientales et de l'Aude, avec un débit de plus de 2000 m3 secondes. Imaginons un seul instant qu'aujourd'hui, on ait 2000 m3 secondes sur la glie. Que se passe-t-il? Ça ne sera plus des petits dégâts et des inondations, même si je dis mineurs, ne le prenez pas mal pour les personnes qui ont été inondées chez eux, c'est très grave, mais ça serait des dégâts matériels et surtout des dégâts en vie humaine. Et ça, on ne peut pas l'accepter. Donc c'est pour ça que notre équipe se mobilise aujourd'hui pour vous proposer des solutions. Ces solutions techniques, on les a. De par mon métier, j'ai été formé dans l'eau et l'assainissement, donc je sais de quoi je parle. Ces vannes doivent être remplacées. Ces vannes doivent être correctement entretenues et manipulées par des gens qui ont autorité et qui peuvent assurer la pérennité de cette installation. Voilà. J'espère que c'est clair. Je vais maintenant vous tendre le micro. Au vu de ce qu'on a remarqué dans le film, est-ce que vous avez des choses particulières à demander? On est là pour vous répondre, au moins pour les investigations qu'on a pu faire, et on est à votre disposition. Donc c'est à vous. Merci. Je vous écoute. La bonde qui s'est soulevée, c'est naturel ou ça a été fait? Alors,
Pour revenir donc sur la bombe qui s'est soulevée, en fait, c'est une malfaçon de départ. Et je le sais parce que des tampons comme ça, c'est normalement réalisé en fonte. C'était encore une fois mon métier. Je sais très bien de quoi je parle. Cette bombe est en plastique. J'invite tout le monde à se rendre derrière le Roi Merlin. Vous avez un tampon avec un regard et du béton. Et ce tampon est en plastique. Donc il ne pouvait bien entendu pas soutenir la pression générée par le ruisseau. Comme ce tampon s'est soulevé, ça a fait une gerbe énorme, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et donc ça a généré un débit très très important par le chemin de la Chapelle, qui a contribué à l'inondation. Ça, c'est le premier élément. Second élément, mais là, on est en aval de Cléra, au niveau de la vanne dont je parlais. Cette vanne est étanche lorsqu'on a un niveau de la glie d'environ 6 mètres ou 6 mètres 50. Lorsqu'on atteint 7 mètres, 7 mètres 50, comme ça a été le cas, je vous rappelle qu'on a atteint 7 mètres 41 au pic de crue, l'équivalent de 2014. Cette vanne, donc, semble fonctionner correctement, mais par contre, elle n'est pas scellée correctement après la paroi. Donc, du coup, il y a énormément d'eau qui passe derrière cette vanne et qui crée le geyser que vous avez vu dans le film. Voilà, pour répondre à votre question. Donc, on a deux origines, en amont et en aval. Comment voulez-vous qu'on ne soit pas inondé ? Oui, bonsoir. Une question et, disons, une remarque. Moi, j'ai été surpris parce que j'habite le lotissement, pas Domitia, mais celui d'en face, qui a été inondé bien plus fortement que celui de Domitia, d'ailleurs, étant donné, bon, déjà, c'est une petite remarque que je ferai. Dans le cahier des charges des constructions de l'équipement, il est mis que les maisons doivent être surhaussées 70 cm au-dessus des terres naturelles. Je vais vous dire, moi j'étais dans le bâtiment, j'avais une entreprise, j'ai repéré des terrains pour des constructions nombre de fois avec des architectes. Moi je ne suis pas d'accord avec cette nouvelle loi qui paraît maintenant serait les normes décrites par les départements. Ça ne veut rien dire parce que le ruisseau qui a débordé, le lotissement est en pente. Et au bout de, on peut dire 50 mètres, il y a déjà 40 cm de dénivellation. En plus, le lotissement, de droite à gauche, a encore 40 cm de dénivellation. Et au bout du lotissement, il y a encore 60 cm. Ça veut dire que les gens qui étaient au bout se retrouvent avec 60 plus 40, 1 mètre en dessous du niveau du ruisseau. Alors, moi je me dis, les terres naturelles, non. Le géomètre qui désigne les parcelles doit prendre un point de repère, ce qu'on appelle le point Moreau, au départ, à l'entrée donc du ruisseau, repérer à la lunette toutes les parcelles, mettre un plot et dire maintenant la construction doit être la terre naturelle, c'est le plot, c'est le zéro, les routes sont construites. On aurait eu beaucoup moins de dégâts déjà, parce que il y a des gens, moi j'ai pas vu, j'ai de la chance, j'étais dans les points les plus hauts, mais ceux qui ont été dans les points plus bas commençaient à voir l'eau qui rentrait chez eux. Et alors, ils se retrouvent, parce que, bien évidemment, si vous avez déjà 40 plus 61 mètres, vous rehaussez de 70, ça va pas. Vous êtes obligé de prendre l'eau. Hein. Alors ça, c'était une chose. Alors la deuxième remarque que je ferai, ou à mon grand étonnement, parce que croyez-moi, j'ai pas dormi beaucoup pendant 2 jours, et j'ai voyé l'eau qui montait. Un coup, l'après-midi, ça a descendu et ça a remonté. Bon, après, paraît-il qu'il y a eu un lâcher. C'est pas là la question. Mais à ma grande surprise, minuit, 2 heures du matin, l'eau est descendue, et le lendemain matin, à 7h, 6h30, 7h, il n'y avait plus une goutte d'eau dans le lotissement. Elle est passée où, cette eau? Mais c'est surprenant, parce que quand il y a des inondations, ça ne disparaît pas comme ça. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. C'est voilà ma question. Où est passée cette eau? Miracle. Merci. Oui,
Bonsoir. En ce qui concerne les hauteurs de construction que vous évoquiez tout à l'heure, à savoir les 70 cm requis dans la zone où vous êtes, ça résulte tout simplement du plan local d'urbanisme. C'est une obligation. Le PGRI détermine un certain nombre de hauteurs de crues éventuelles, et on vous demande donc à ce moment-là de faire une construction qui soit au-dessus de ce niveau théorique. Comme ça. Bon. Et donc, cette prescription ne prend pas en compte les éventuels dénivelés qu'il peut y avoir au sein d'un même lotissement. Et là, vous avez tout à fait raison. Et je pense que, effectivement, c'est pas niveau terre naturelle qu'il faudrait, mais faire un point fixe en fonction des risques, qui sont les risques de la glie et du ruisseau. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point qu'il faut relever, enfin, pour répondre un peu à votre question, où est passée toute cette eau ? C'est tout simple, c'est que je crois qu'il faut revenir très très longtemps en arrière. Le REC de Cléra n'est pas un ruisseau, c'est un canal d'irrigation. C'est-à-dire qu'il prend sa source, il a été construit en 1443 de mémoire, et il prend sa source dans la Glie, et il retourne à la Glie après avoir irrigué les terres du fond de la commune de Cléra. Donc c'était son objectif, c'était une irrigation. Donc ce n'est pas un cours d'eau, et il ne dépend donc pas de la responsabilité du syndicat du bassin versant de la Glie. Donc c'est bien un canal d'irrigation qui a à des fins agricoles au départ. Donc, ce canal, il doit être entretenu. Il doit être entretenu, la loi dit, il doit être entretenu par les propriétaires des terrains, par les riverains propriétaires. Les riverains propriétaires du REC de Cléra, ici, se sont réunis en ce qu'on appelle une ASA. C'est une association de syndicats autorisés aux fins de pratiquer l'irrigation. Et donc c'est cette ASA qui a l'obligation d'entretenir ce cours d'eau et de le curer, parce qu'on peut le curer parce que ce n'est pas un cours d'eau naturel. Donc il s'agit d'un canal. Donc ça n'est pas fait. Ça n'a pas été fait. En 2013, on a déjà évoqué ce problème du ruisseau, et bizarrement, strictement rien n'a été fait pour le ruisseau. Que ce soit pour les vannes, que ce soit pour le tampon, que ce soit pour le curage de la canalisation, rien n'a été fait. Et ça nous choque. Que le syndicat, que l'ASA n'ait pas les moyens financiers éventuellement de faire face à ces travaux, c'est possible. Dans ces cas-là, il y a une collectivité qui doit se substituer à l'ASA, c'est la commune. La commune de Cléra, elle a l'obligation de faire une mise en demeure au syndicat, à l'ASA, de lui demandant d'effectuer les travaux. Si cette mise en demeure n'est pas suivie des faits, c'est à ce moment-là à la commune, en l'occurrence ça serait à la communauté de communes, c'est à ce moment-là à la commune de prendre les choses en main et d'effectuer les travaux, quitte à les refacturer ensuite à l'ASA. Mais on se trouve avec, vous avez vu les images, une commune entière qui subit les conséquences, la négligence de tout simplement de personnes qui ont été soit élues, soit qui sont propriétaires de terres agricoles et qui mettent en péril tout simplement le quotidien des Cléranins. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Profitez-en. Si vous avez des compléments d'information à avoir, c'est le moment de le demander. Oui, excusez-moi. Oui, puis le ruisseau qui a été fait par nos anciens, moi je suis nouveau dans la commune, on ne le dirait pas comme ça. C'était fait donc par les anciens pour alimenter les jardins, les vignes, les champs d'artichauts, etc., etc. A-t-il lieu d'exister encore ? Ça pose la question, puisque c'était fait dans un but. Aujourd'hui, il y a des forages, tous les cultivateurs font des forages, donc, très bien, on a un nappe phréatique. Est-ce que vraiment il y a une utilité de garder ce ruisseau qui cause des dégâts dans la commune ? C'est une très bonne question. Effectivement, on réglerait définitivement
le problème des inondations de Cléra en coupant au niveau de l'arrivée, au niveau de la prise d'eau sur la Glie à Rivesaltes. Effectivement, on réglerait définitivement le problème. Vous n'êtes pas le premier à avoir eu cette idée et je crois que actuellement le préfet a donné un avis favorable à la fermeture du canal d'irrigation d'Elne. Donc vous voyez que c'est effectivement dans l'air du temps et on peut effectivement s'interroger à ce niveau-là. Par contre, ce canal d'irrigation, je pense qu'il faut quand même lui donner une chance. Parce que c'est quand même, ça peut être un attrait et un atout touristique si effectivement les travaux du moulin sont réalisés, s'il y a puisqu'il y a un moulin à eau sur Cléra, et donc c'est aussi ce REC-là qui permet de le faire fonctionner. Donc on peut peut-être lui laisser une chance en effectuant les travaux dont parlait Daniel tout à l'heure, voir ce que ça donne. Et effectivement, si on s'aperçoit que malgré tout, il n'y a aucune possibilité de faire face à ces débordements, à ce moment-là, on pourra effectivement envisager cette fermeture de vannes, puisque en fait, ça ne sert qu'à ça. Et je crois que c'est dans le dernier liaison où Madame Mallet indiquait que ça diluait les eaux de la station d'épuration en fin de course. Alors là, je peux vous dire que c'est pas tout à fait exact, mais bon, tu peux en parler, Daniel, non ? Je vais vous dire deux mots donc, sur les mesures. Pardon, un monsieur qui veut s'exprimer. Quel serait le coût de ces travaux ? CG2 de vannes et de tampons. Alors, je vais vous répondre parce que c'est des domaines que je connais bien. Donc la vanne, pour l'avoir vue, je ne suis pas pris l'autorisation d'aller me mettre au pied de la vanne pour voir dans quel état elle était. Il semblerait que cette vanne soit en bon état. Il semblerait. Par contre, comme je vous l'ai indiqué, ce sont les remontées d'eau qui sont perpendiculaires au ruisseau qui suivent l'arrière de la vanne et qui ne sont pas scellées correctement. Donc il faudrait assurer un scellement correct de cette vanne et voir si ça fonctionne. Ça, c'est quelques centaines d'euros. Voilà. Ensuite, pour dire le tampon c'est très simple. Il faut juste enlever le béton qui se trouve sur le dessus de cet ouvrage et à partir de ça, mettre un tampon fonte verrouillable qui est verrouillé, tout simplement. Et là, on règle deux problèmes avec quoi ? Allez, 2000 euros, c'est bien payé, et je vous garantis qu'on aura une solution qui sera durable. Après, troisième aménagement possible, et ça, c'est des aménagements qu'on a envisagé de faire, bien entendu, si vous nous faites confiance, c'est la surélévation de la route de la Chapelle, un petit léger surélevé de quelques dizaines de mètres sur 1 mètre, 1 mètre 50 de hauteur. Et là, on règle le problème parce que le chemin de la Chapelle crée une sorte de rivière qui est normalement un chemin, mais qui devient une rivière lorsqu'il y a beaucoup d'eau. Et là, il suffit de faire un petit surélevé. C'est une rivière, enfin, c'est un chemin qui est encaissé, pardon. Et donc, le fait qu'il soit encaissé, ça génère énormément de transit d'eau qui sont disponibles sur la zone commerciale. D'autres aménagements, on constate également dans tout ce qu'on a pu voir sur la zone commerciale. Certains commerces ne sont pas équipés de bassins de rétention. Après, je vais dire que c'est leur problème. Ça l'est d'une partie, mais ça l'est également de l'autre, parce que toute l'eau qu'ils n'arrivent pas à stocker, elle vient bien entendu sur le REC et elle arrive au village. Ces commerces devront s'équiper, je pense, de bassins de rétention, parce que je ne sais pas si vous avez vu le parking de Brico-Dépôt, c'était pas chouette. Donc ça veut dire qu'avec ça, ils ont perdu au moins une journée, voire plus de ventes. Leroy Merlin, Carrefour, identique. Aujourd'hui, on attend la prochaine inondation pour voir ce qui va se passer. Je dis non, il faut absolument inciter ces commerçants à créer des bassins de rétention qui soient vraiment des bassins de rétention et de façon à ce qu'ils puissent accepter une grande quantité d'eau pour permettre d'éviter de surcharger encore une fois les débordements éventuels ou les débordements de la Glède. Voilà, ça répond à votre question ? D'autres questions ? Bonsoir. Donc moi, ça fait quelques années que j'habite à Cléra et je suis surpris quand je vois de nouveaux arrivants qui viennent habiter à Cléra et qu'ils découvrent un jour de pluie que Cléra est un village inondable. Ça, c'est surprenant parce que la Salanque, c'est zone inondable. Donc,
À partir du moment où on achète à Cléra, où on fait construire à Cléra, on prend le risque d'avoir un jour les pieds mouillés. Sur le ruisseau de Cléra, vous l'avez très bien dit, c'est un ruisseau d'adduction d'eau. Donc comment voulez-vous le transformer en ruisseau d'évacuation d'eau? Il y a quelques cours naturels qui sont déjà présents sur la commune pour l'évacuation d'eau. Le chemin bas de Saint-Laurent, qui atterrit à la division, je pense que si le monsieur qui s'inquiète d'où est passée l'eau, s'il avait suivi un petit peu, il aurait trouvé où est passée l'eau. Il y a 2-3 endroits du village où passe l'eau. Si vous prenez l'ancienne voie ferrée, nos anciens avaient fait sous la voie ferrée des aqueducs. Je pense que, vu les moyens qu'ils avaient, c'est-à-dire la main droite et la main gauche, ils avaient sûrement moins de pelles mécaniques que maintenant. C'était pour ne pas, tous les 4 ans ou les 5 ans, refaire la voie ferrée. Par contre, où on peut se poser les questions, c'est pourquoi on demande, on doit dans ces zones-là. Là, je suis tout à fait d'accord. Mais si déjà, on est à 70 cm au-dessus du sol, si on a le jardin qui est un peu inondé, je pense que ce n'est pas forcément grave. Ce qui est grave, c'est une vie. Quelques cultures, en tant que paysan, je peux vous le dire, j'ai eu les artichauts sous l'eau, mais je préfère avoir quelques hectares d'artichauts sous l'eau qu'une vie. Il n'y a aucune commune mesure. Je veux dire, il n'y a pas photo. Par contre, si vous avez de belles pelouses, si vous avez de beaux jardins, parce que tout le monde a un petit forage dans le jardin, peut-être c'est parce que le ruisseau de Cléra amène un petit peu d'eau, et par capillarité, ça descend dans les nappes phréatiques supérieures qui vous permettent d'arroser vos jardins. Donc si un jour, peut-être, il n'y a plus d'eau dans le ruisseau, eh bien, vous arroserez avec l'eau de ville. Je pense que ça ne sera peut-être pas le même prix. Et sur le plan écologique, n'en parlons pas. Je vais essayer de répondre à l'ensemble de vos questions. En fait, je considère qu'en matière d'urbanisme, il n'y a pas de fatalité. Lorsqu'on autorise des constructions dans des zones qui sont certainement inondables, parce que justement la hauteur ou l'altitude ne permet pas de protéger correctement ces biens, mais il ne faut pas donner de permis de construire. Je suis d'accord avec vous. Là, tout à fait d'accord. Après, c'est pas parce que dans le passé, dans l'Antiquité ou plus récemment, des aménagements ont été faits pour permettre l'évacuation des eaux. La Salanque est une terre inondable, tout le monde le sait, ça c'est clair. Par contre, on peut, s'il y a un débordement ou une rupture de la digue, bien entendu, personne ne pourra lutter. Il n'est pas question de vouloir lutter contre les éléments qu'on ne peut pas maîtriser. Par contre, ce fameux ruisseau qui traverse Cléra, comme vous l'avez dit, est un ruisseau d'irrigation. Il faut, dans la plupart des cas, essayer de le maîtriser et de le canaliser correctement. Pour l'infiltration d'eau, vous avez tout à fait raison. Il y a effectivement une infiltration naturelle qui se fait par les canaux qui existaient déjà depuis très longtemps. Ça, c'est clair. Mais ce qu'on veut dire ici, ce qu'on veut mettre en avant, c'est bien faire remarquer à toute la population du village que s'il y avait eu un petit peu plus d'entretien, un petit peu plus d'organisation, il n'y aurait pas eu d'eau autant dans les jardins, il y en aurait eu quand même dans le ruisseau, et ça aurait permis d'alimenter quand même les forages pour Cléra, qui sont très très développés, il y a beaucoup de gens qui ont des forages, ça aurait simplement réduit un petit peu les nuisances. Alors je vous propose, comme vous dites, qu'effectivement ça a inondé les artichauts, mais les personnes, et j'en connais, qui ont eu 10 cm d'eau dans leur salon, ça les amuse pas trop ça. Donc voilà, je pense qu'on ne peut pas lutter contre tous les phénomènes, mais les phénomènes contre lesquels on peut lutter, il faut le faire absolument. Et c'est ce qu'on fera si vous nous faites confiance. D'autres questions? Bien, très bien. Donc, juste vous apporter quelques précisions donc, sur tout ce qu'on a vu. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais on a pris le temps, enfin notre équipe a pris le temps d'aller visiter la station d'épuration, d'aller voir également les installations de production d'eau potable de Cléra.
À notre grande surprise, alors peut-être qu'on pourra me répondre, on a appris que le forage donc, qui était à Saint-Pierre n'était pas en activité parce qu'il n'a pas d'arrêté préfectoral, ce que je ne savais pas. L'eau donc, de Cléra est pompée directement au niveau du château d'eau. Enfin, la totalité de l'eau. Alors, je ne sais pas, Frédéric, vous me répondrez peut-être si vous pouvez. Frédéric Lys, qui est à la mairie de Cléra et qui a la gentillesse de venir nous voir ce soir. Donc voilà, ma question est là. Pourquoi cette installation de la chapelle Saint-Pierre n'est pas en fonction? Visiblement, c'est un problème d'arrêté préfectoral. Au niveau du forage donc, qui alimente l'ensemble de Cléra, pourquoi n'y a-t-il pas de périmètre de protection sur ce forage, sachant que c'est la loi qui l'oblige? On constate qu'à ce niveau-là, il y a des ateliers municipaux, ce qui, à mon avis, n'est pas tout à fait dans les bonnes conditions, enfin des conditions favorables au prélèvement de l'eau. Voilà, ce sont des questions que j'aurais posées à la municipalité. Est-ce que vous acceptez de nous dire 2 mots, Frédéric? Vas-y, venez. À 10 minutes, je me suis dit, je vais y aller. Bonsoir, je ne vous cache pas que je n'aurai pas la réponse à toutes vos questions, parce que n'étant pas experte en forage, mais je vais essayer de faire le maximum. Sur celui des ateliers municipaux, je me renseignerai, mais là, clairement, je n'ai pas la réponse ce soir. Par contre, sur quelques éléments que vous avez évoqués, je pourrais apporter éventuellement des précisions. Sur votre dernière remarque sur les permis de construire, il faut savoir qu'on a effectivement de nouvelles normes qui sont arrivées, qui sont dues justement au risque inondation. Aujourd'hui, on a l'État et donc la préfecture qui vraiment appuient sur la prévention un maximum pour éviter tous les risques. Pour éviter ce qui s'est passé à la fois en janvier, mais aussi en octobre, parce que je vous rappelle qu'il y a eu un peu le même épisode il n'y a pas très longtemps. Donc aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que vous avez le PPRI qui vous peint la carte de la commune, mais aussi du département, en blanc et en bleu. Et quand vous êtes dans une zone bleue, vous ne pouvez pas construire. Vous ne pouvez vraiment pas construire. C'est-à-dire que sur des territoires, sur une des zones de Cléra, ça fait 1000 ans qu'il n'y a pas eu d'inondation. Enfin, quand je vous dis 1000 ans, c'est vrai parce qu'il y a eu un étudiant qui a fait des recherches très précises, on est tombé sur sa thèse de doctorat, et pourtant cette zone, elle est en bleu et elle sera inconstructible. Ça veut dire que quoi que vous fassiez, vous ne pourrez jamais construire à cet endroit-là. Donc aujourd'hui, les permis de construire, c'est pas la commune qui les traite. La commune donne un avis, mais c'est la communauté de communes qui les traite. Et ensuite, la préfecture peut vous retoquer. Donc, quoi qu'il arrive, aujourd'hui, en zone inondable, à moins que vous ayez de très bonnes raisons de pouvoir construire, c'est-à-dire rajouter 1 mètre de terre, ce qui est interdit par la loi, ou éventuellement construire sur pilotis, vous ne pourrez plus construire en zone inondable. En revanche, et j'entendais monsieur là-bas qui disait que quand on construit en salangue, il faut s'attendre à avoir les pieds dans l'eau. Et effectivement, c'est pas complètement faux aujourd'hui, parce que vous avez des moyens de pouvoir contourner cette interdiction si vous justifiez d'un permis de construire qui justement va vous protéger d'une certaine montée des eaux. Donc c'est un problème qui est plus complexe que ça. Aujourd'hui, quand vous êtes une mairie, vous n'avez pas la possibilité, enfin quand vous êtes un maire en tout cas, vous n'avez pas la possibilité d'interdire un permis de construire. Et fort heureusement, parce que le jour où vous vous entendez pas avec votre maire, et ben vous êtes marron pour pouvoir construire votre maison ou offrir un terrain à vos enfants. Mais c'est vraiment une question qui est uniquement administrative. Après, là où vous pouvez éventuellement agir, c'est sur le PLU, donc ce plan qui vous permet de zoner un peu. Je suis désolée, c'est très rébarbatif comme question. Vous me dites quand c'est un peu trop chiant. Mais vous avez le PLU qui vous permet de zoner votre territoire et de dire là je construis, là je construis pas. Mais à savoir que même si vous mettez une zone constructible en zone inondable, ça sera quand même hors de question quoi qu'il arrive. Je vous rejoins complètement sur l'analyse sur l'entretien du ruisseau, à savoir qu'effectivement on a une ASA qui a la propriété mais aussi la gestion de ce ruisseau pour pouvoir faire des curages. Et à ce jour, nous avons effectivement les services techniques de la ville qui eux-mêmes entretiennent une partie du ruisseau, ne demandent pas, en tout cas à ma connaissance, là, ne demandent pas à l'ASA de les rembourser. Mais ils entretiennent cette partie-là. L'eau arrive de Rivesaltes. C'est ça, c'est effectivement, vous avez le parcours bleu, vous avez le ruisseau et vous avez la Glie, vous avez 2 séries de digues, une sur le ruisseau et une sur la Glie. Il faut savoir que sur la partie Rivesaltes, loin de moi l'idée d'accuser notre commune, ce serait franchement pas intelligent et en plus extrêmement faux. Mais sur la partie qui est là-haut,
De mémoire, il y avait une convention qui faisait que l'ASA devait avoir un entretien, donc Rivesaltes se suppléait à l'ASA pour l'entretien, mais cette convention a pris fin il y a maintenant quelques années, donc ça veut dire que la commune de Rivesaltes n'est plus en charge de l'entretien sur la partie Rivesaltes. C'est la partie qui est juste avant le Roi Merlin. Donc déjà, vous avez cette première partie-là qui est un peu emplie de roseaux et qui rend difficile l'évacuation. Génial. Faudra m'envoyer la photo, je l'enverrai à ma mère. Donc c'est la 1m12. C'est la partie qui est par là. Là-haut, ok. Et moi, j'ai pas plus de jambes. Donc c'est la partie qui est là-haut. Vous avez parlé de Leroy Merlin. Leroy Merlin a construit très très près du ruisseau, malgré les indications contraires de l'ASA du ruisseau et de la commune qui ont fortement insisté pour qu'il se déplace. Cette construction a quand même eu lieu à cet endroit-là. Donc il faut savoir qu'au niveau de Leroy Merlin, vous avez le ruisseau qui a largement été réduit. Ça veut dire que vous passez d'un débit qui est extrêmement fort et qui arrive finalement dans un chemin qui se rétrécit et donc vous prenez encore en intensité, ce qui aide pas pour la solidité un petit peu de toute la zone. Vous avez eu quelques brèches sur la partie que j'appellerais supérieure. Faites un effort d'imagination. Sur la partie supérieure et une brèche à l'entrée de Cléra. Et c'est aussi ça qui a fait que Cléra a été inondée. Comme j'expliquais tout à l'heure, parce que je bavardais au fond de la salle, faut savoir que dès qu'il y aura une inondation, dès que le débit sera trop fort, dès que l'eau passera au-dessus des fameuses vannes que vous avez vues, parce que quand l'eau passe au-dessus, vous pouvez avoir la vanne la plus étanche du monde, vous pouvez toujours courir finalement. Dès que l'eau passera, ça sera toujours la même zone qui sera inondée. Pour une question très simple, pour une réponse très simple, c'est que c'est le lit de la rivière, tout simplement. Et que quand l'eau déborde, elle reprend son lit. Et vous avez toute la partie là qui est entre la glie et entre le ruisseau, quasiment toute cette partie, à l'exception d'un ou deux lotissements qui, pour le coup, sont construits sur de très bonnes zones, qui s'emplissent complètement. Donc dans ces zones-là, dès qu'il y aura un débordement, ce seront toujours les mêmes zones qui seront touchées. Voilà. Voilà. Merci à vous, excusez-moi de... Merci Frédéric, et puis merci pour les explications. Voilà, je me présente, président de l'ASA du ruisseau de Cléra. Bonsoir. Donc, il fallait bien, hein, je vous ai laissé débattre. Donc, tout à fait. Donc, je ne peux pas tout laisser dire. Mettez le micro, on lève. Ah, d'accord. Donc, je vous ai écouté, j'ai écouté Madame Lys. Donc, le ruisseau de Cléra, sur sa totalité, il fait aux alentours de 9 km, 9 km 3. Quand vous dites que le ruisseau a inondé Cléra, c'est faux. Alors, attendez. Hein, donc déjà, sur le ruisseau de Cléra, à l'entrée, c'est-à-dire à sa prise d'eau, comme Madame Lys disait, on prend l'eau, c'est faux, il est étanche. Nous avions une vieille vanne, nous en avons mis une deuxième, qui est neuve, et qui étanchifie 800 mètres de long, de busage, plus 800 mètres que nous avons refait, donc l'eau ne vient pas du ruisseau. Vous oubliez un phénomène. Vous dites, il y a eu des débordements. Vous pouvez les montrer, là, les citer, d'où ils viennent. Oui, de la glie. De la glie. De la glie. Il y a une vidéo qu'a fait Bruno où on voit bien les effondrements liés au dépassement de l'eau sur la partie goudronnée. D'accord. Qui a effondré la partie entière. Bon, très bien. Moi, je vous parle de la glie. La glie. Quand vous parlez de la glie, les débordements, vous les situez face à Leroy Merlin. C'est exact? C'est faux. Il y en a eu une partie, alors oui, c'est pas que tout, une partie. La plus grosse partie se trouve sur Rivesaltes, derrière le centre hippique. Cette eau, c'est des milliers de mètres cubes. Elles ont inondé des dizaines d'hectares. Elles passent ensuite sous l'autoroute. Elles inondent des dizaines d'hectares encore pour arriver sur la nationale. Dans votre reportage, qui est bien fait, vous avez oublié de mettre les dégâts que cette eau a fait avant d'arriver sur Rivesaltes. Au niveau de la nationale, vous avez un cratère, il fait la moitié de la pièce, là. Vous ne l'avez pas mis. Donc, je pense que vous auriez dû le mettre. Ensuite, toujours pareil, on dit que c'est le ruisseau.
on peut prendre une photo, le ruisseau n'existe plus. Où elle va l'eau? Non, 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 je vous dis, il est hors de question, mais admettons que le ruisseau n'existe pas. Cléra ne serait pas inondée? Direction, chemin de Saint-Pierre, Camille Petite, et donc toutes ces eaux qui affluent, c'est des milliers de mètres cubes. Vous pouvez voir là. Oui, 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 d'accord. Par exemple, sur le chemin de Saint-Pierre, il y a eu des ravinements sur 500-600 mètres, sur 40-50 cm de profondeur. Vous l'avez vu? Donc, c'est pas le ruisseau qui a fait ça. Il faut pas... Ah, d'accord. Comment? Oui. Donc, là, vous avez omis de mentionner dans votre joli reportage d'où venait l'eau. Parce que c'est primordial de voir la source de l'inondation. Et elle est là, elle est sur Rivesaltes. Comme je vous ai expliqué, c'est des dizaines et des dizaines d'hectares. Donc, pour ça, oui. Donc, pour ça, j'ai quand même fait faire un constat, parce que ça le méritait. Ça le méritait. Peut-être... Ah, d'accord. D'accord. Donc, j'ai donc fait faire un constat. Ça le méritait, qui pourra vous servir peut-être si un jour vous êtes maire ou... Pardon? D'accord. Ou particulièrement un autre. Donc, voilà, je voulais prendre la parole parce qu'on ne peut pas dire que c'est par rapport à une bouche qu'a sauté. Ah, d'accord. Allez. D'accord. Et donc, je ne pouvais pas vous laisser dire que c'est un tampon en plastique qui est monté un gégère de mètre, qui a inondé le ruisseau, qui a inondé le village. Voilà. Je voulais rebondir là-dessus, je ne voulais pas vous embêter, mais bon, en tant que président, j'ai mes paroles et je voulais vous l'expliquer, quoi. Par contre, sachez, monsieur Massa, je lui étais dit, je le verrai à la fin, mais j'en pouvais plus. Donc, j'ai les documents, j'ai les photos, peut-être ça vous servira, mais bon, voilà, quoi. Merci de ces explications. C'est très, très, très intéressant d'avoir des informations sur l'arrivée d'eau elle-même. Bon, après, je ne conteste pas que l'eau vienne de plus loin, qu'elle transite par Cléra, qui a été, donc, comme l'indiquait le monsieur, une terre de Salanque, une terre qui est inondable. Ça, je ne conteste pas ça du tout. Ce qu'on veut mettre en avant et ce qu'on veut faire comprendre à la population aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de fatalité et que si ce n'est pas entretenu correctement, on peut... Non, je termine là-dessus. On peut subir des inondations et essayer de les maîtriser autant que faire se peut. Mais pas passivement attendre des années... On a eu 2013, on a eu 2014, 2018 a été moindre, mais chaque fois, les causes ont produit les mêmes effets. Pourquoi ne prend-on pas des mesures de prévention qui permettent d'éviter ce genre de dégâts qui sont récurrents dans toujours les mêmes zones? 2013, bon, j'étais déjà à Cléra en 2013, pour un débit similaire de la Glie, on était à un petit peu moins de 1000 m3 à Rivesaltes. Pour ce même débit, on a eu des inondations qui étaient moins importantes. D'accord? Et 2020, on se rend compte que pour un débit qui est tout à fait identique, aux environs de 980 m3, eh ben, on a des inondations qui sont plus importantes. Alors, effectivement, il y a de l'eau qui arrive en amont, en plus grande quantité, mais cette eau même si vous dites que c'est pas la faute du REC, je ne mets pas le REC, le ruisseau n'est pas en cause en tant que tel, c'est son entretien et je dirais les protections qu'on a. Comment vous expliquez que cette vanne, donc qui est en aval de Cléra, soit un panier, un truc qui perd comme un panier? Est-ce que vous pensez que c'est normal lorsque vous êtes exploitant d'une installation? Non, là-dessus, vous avez bien raison. Cette vanne est fuyarde. Bon, il faut savoir quand même que la Glie, elle était à plus de 6 mètres. Il y a de la pression. C'est vraiment des phénomènes qui font que, pour qu'elle soit étanche, il ne faudrait même pas la recéler, il faut la refaire. Il faut en refaire une, je pense. Bon. Ensuite, par rapport à l'entretien, il faut savoir aussi que l'ASA a une convention avec la mairie. Elle doit s'occuper de l'exutoire jusqu'au moulin. Donc là,
là, ça n'est pas en cause. Ensuite, sur les parties qui remontent en amont, on s'en occupe. Il y a des factures, mais on n'a plus droit au round-up, on n'a plus droit. Il faudrait cuveler, c'est des millions, mais c'est propre. Vous voyez des roseaux, vous voyez 4. Vous croyez que c'est ça, là? Le lit dedans, vous y marchez. C'est propre. Donc voilà. Voilà. Encore, M. Aranzé, merci pour les nouvelles explications. En fait, c'est un ensemble de phénomènes qui se conjuguent et qui font qu'on a subi des dégâts. Et ça, cet ensemble de phénomènes, pour un certain nombre, on peut, pas tout supprimer, mais on peut éventuellement diminuer l'impact pour la population. Ça, c'est très important. Je ne dis pas qu'on luttera contre tout. Si la digue, elle casse, bien entendu, tout le monde sera inondé. On connaît dans le PPRI donc les zones qui sont avec 50 cm ou 1 mètre d'eau, et ça, on subira, tout le monde le subira de plus ou moins grande importance. Par contre, ce que je conteste par rapport à ce que vous disiez, c'est bien réellement des problèmes de conception et d'entretien, et notamment le tampon que j'évoquais tout à l'heure, c'est lorsque ça a été fabriqué, lorsque ça a été conçu, pourquoi n'y a-t-il pas eu un tampon verrouillable en fonte qui résiste justement à la pression? On sait qu'il va y avoir une pression importante, pourquoi n'a-t-on pas prévu de faire en sorte que ce tampon ne puisse pas se soulever, simplement? Mais je suis d'accord, mais les tampons, que ça soit pluvial ou que ça soit eau usée, c'est des tampons qui doivent résister à la pression. J'ai contribué à exploiter des réseaux d'eau, d'assainissement et d'eau usée et d'eau pluviale, et le pluvial, il est traité de la même façon. Il y a des gens qui sont dans le BTP, qui sont dans la salle, que je connais, et ils vont vous faire la même réponse que moi. Il n'y a pas de raison de traiter différemment une installation d'eau pluviale que d'eau usée. C'est les mêmes résistances mécaniques, c'est les mêmes matériaux qui servent à fabriquer ce genre d'installation. Après, je ne conteste pas que le ruisseau existe, qu'il est exploité par votre ASA. Il faut certainement aller plus loin dans cette démarche et permettre l'intervention des services de la mairie ou d'autres services qui permettront d'améliorer les choses. Ne restez pas seul dans cette affaire. Si, j'espère, et j'y crois beaucoup, la population de Cléra nous fait confiance, on se mettra bien entendu en rapport avec toutes les entités qui exploitent et qui, normalement, devraient assurer la gestion de ce ruisseau. Et bien entendu, on s'inquiétera avec Rivesaltes de savoir d'où vient l'eau, de quelle manière on peut évidemment pas la détourner, mais la contenir momentanément. Ce que je disais tout à l'heure sur les bassins d'orage, c'est fait pour contenir de l'eau momentanément. Il n'est pas question de lutter contre une inondation très importante. Mais il faut absolument se doter des installations qui aujourd'hui font cruellement défaut à Cléra. Pourquoi Cléra est inondée? Parce qu'il y a un certain nombre de décisions malheureuses qui ont été prises. Pas de bassin suffisamment important. On en a un qui se trouve, je ne sais pas si vous avez vu, je suis allé exprès le voir il y a quelques jours, qui se trouve derrière les magasins, derrière Bureau Vallée, je ne sais pas si vous voyez toute cette entité de magasins. Ils ont un bassin très important. Ce bassin est destiné à ces commerçants. Et ce bassin avec 40 cm d'eau dans le fond, alors qu'il fait des milliers de mètres cubes. Comment est-ce possible? Pourquoi Leroy Merlin, pourquoi Carrefour ne s'est pas doté d'un bassin suffisamment important? Pourquoi non, pas Leroy Merlin, non. Si, Leroy Merlin, ils ont un bassin. Si, ils en ont un. Ils en ont un. C'est un bassin commun avec plusieurs commerces. C'est pas individuel. Mais pourquoi, lorsque l'entité Carrefour Brico Dépôt a été construite, pourquoi n'y a-t-il pas eu de bassin? Tout simplement. Alors, ils ont une chance par rapport à nous, c'est qu'ils sont un petit peu plus élevés. Ça, c'est un constat. C'est vrai. Par contre, non, mais je suis d'accord. C'est nous qui acceptons leurs eaux. Je suis d'accord avec vous. Par contre, pourquoi ne pas avoir fait, justement, ces bassins qui permettent d'accepter et d'atténuer l'impact sur la commune de Cléra? Ça, c'est très important. Et donc, je vous invite, j'avance-y, si les gens, comme je l'ai dit, nous font confiance, à ce qu'on travaille ensemble pour apporter les solutions et permettre aux gens de ne plus être inondés de cette façon-là. On ne réglera pas tous les problèmes. On va atténuer les problèmes. Après, c'est une question d'argent. L'association, donc, est une association qui est propriétaire et gestionnaire du réseau, du ruisseau, pardon. À ce titre, si elle n'a pas les moyens de faire les opérations qui sont nécessaires,
elle se rapproche des services de la commune ou de la communauté de communes pour réaliser les investissements nécessaires à ce que ça soit fait correctement. Ça, c'est très important. Il ne faut pas se contenter de dire « Ah ben, on n'a pas d'argent, on ne va pas y arriver ». Ça, je n'accepte pas l'argument. Allez l'expliquer aux gens qui ont eu 10 cm d'eau dans leur salon, ils vont vous rire au nez. Ils vont très, très, très en colère. Voilà. J'espère que j'ai répondu à votre question. Même si vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec moi. Non, mais ça, j'en suis conscient. J'en suis conscient. Mais il faut certainement créer une convention intercommunale avec Rivesaltes de façon à permettre, à connaître leur débordement, l'origine des débordements et faire en sorte qu'ils soient maîtrisés entre les deux communes. Bien entendu, on ne va pas travailler seul, puisque la météo ne s'arrête pas à la frontière de Cléra. Elle va bien au-delà. Donc, il faut travailler avec toutes les entités. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres... Est-ce que vous avez d'autres questions? Bonsoir à tous. Voilà, j'habite à Cléra depuis 1957. Des inondations, on en a vu un paquet, un grand paquet. Celle-là, bien évidemment, elle a été très importante puisque les précipitations ont été très importantes dans un laps de temps très court. Maintenant, j'ai entendu les uns et les autres et je vais vous donner une petite solution. Est-ce que vous avez entendu parler de la dynamique des fluides? Voilà. Alors, quand l'Agly atteint un certain nombre de mètres de hauteur d'eau, le ruisseau de Cléra ne peut pas se déverser dans l'Agly. Pourquoi? Eh bien, il y a des milliers de tonnes qui arrivent d'eau avec une violence inouïe qui bouchent le ruisseau. Et le ruisseau ne peut pas se jeter. En fait, dans cette histoire de dynamique des fluides, c'est l'Agly qui prend et qui bouche le ruisseau, qui se jette sur le chemin de Toreil. Bien évidemment, la solution serait de buser la sortie du ruisseau sur l'Agly et avec un tuyau en fer ou enfin peu importe, et lui donner un angle de 30 degrés pour qu'il y ait un effet venturique dans la dynamique des fluides. Si ce n'est pas fait, vous pourrez faire tout ce que vous voulez, le ruisseau ne se déversera pas. À partir d'un certain nombre de hauteurs d'eau dans l'Agly, le ruisseau est bouché. C'était compréhensible. Vous pouvez le regarder dans votre reportage. Vous avez vu où se jette le ruisseau. Visualisez bien l'endroit où il se jette et vous verrez que dès que ça dépasse la hauteur, eh bien, le ruisseau ne peut plus se déverser. Voilà. Et cette petite... parce que c'est une petite inondation. On en a connu d'autres. On en a connu où il y a eu 1 mètre d'eau ici, là. N'est-ce pas? Hein? Où Cléra était bien inondée. Tout le monde avait sa tempe. Et pendant 2-3 fois dans l'année. Mais, toujours pareil, personne n'a pensé à ce que l'Agly, quand elle coule, eh bien, elle bouchait le ruisseau. Donc, il faut, bien sûr, il faut faire des travaux un peu partout, mais surtout où se jette le ruisseau dans l'Agly. Sinon, ça bouche et ça déborde. Merci beaucoup. Alors, je vais rebondir juste 2 secondes sur ce que vous venez d'indiquer. Effectivement, donc c'est qu'une question de niveau, tout simplement. Lorsque l'Agly dépasse les 6 mètres, ou 6 mètres 50, eh ben le ruisseau, le fameux ruisseau, donc, ne peut plus s'évacuer. Ça, c'est comme l'Agly lorsqu'il y a des phénomènes qu'on vient de constater à la mer, des vagues énormes qui empêchent l'écoulement. Eh ben, c'est pareil, c'est une question de niveau. Donc on peut faire ce qu'on veut. On n'arrivera pas à évacuer cette eau lorsque l'Agly est trop haute. Donc je reviens sur ce que j'ai indiqué tout à l'heure. Il faut pouvoir lutter momentanément pour stocker cette eau en partie de façon à minimiser
les inondations, ça, c'est clair, et on n'arrivera pas à régler tous les problèmes. Il n'est pas question de faire des travaux de partout, il est question de travailler en collaboration avec Rivesaltes, avec l'ASA, avec peut-être le syndicat mixte, de façon à voir de quelle manière on peut organiser tout cet ensemble de travaux. Il ne faut pas se lancer dans des travaux démesurés. On avait entendu, fut un temps, un doublement de la digue de l'Agly, avec une nouvelle digue en parallèle à celle qui est. Je suis désolé, pour connaître un petit peu le dossier, c'était quelque chose de fabuleux en prix et qui allait absolument pas résoudre le problème. Parce que les débordements seraient quand même une réalité. Lorsqu'on sait que le débit de l'Agly aujourd'hui est de 1500 mètres cubes seconde, au-delà de ça, l'Agly déborde, on peut faire ce qu'on veut. On était à 980 mètres cubes seconde, on a eu des débordements ponctuels, et ces débordements ponctuels, par le chemin de la Chapelle-Saint-Pierre et par le ruisseau, sont arrivés à Cléra. C'est ce qu'on peut constater aujourd'hui. Voilà, je pense que si on avait un débit identique à 1999, aux alentours de 2000 mètres cubes seconde, je voudrais bien voir ce qui se passe à Cléra. Ça serait aujourd'hui catastrophique, par un manque de projection et par un manque d'imagination. Et pourtant, on a les gens pour faire ça. On a des ingénieurs, on a des bureaux d'études qui sont capables d'imaginer des solutions pour justement lutter contre tout ça. Donc je renouvelle ma demande que j'ai faite tout à l'heure auprès de l'ASA, la mairie de Rivesaltes, la communauté de communes et le syndicat mixte pour travailler en collaboration de façon à apporter une solution durable à ce phénomène de l'Agly pour les inondations qui sont, comme vous l'avez dit, des petites inondations. Voilà. Oui, en fait, ce qu'il faut absolument pas qu'on perde de vue, c'est que ce problème d'inondation ne se réglera pas très simplement ni très facilement. Qu'il va falloir effectivement faire intervenir la totalité des partenaires, mais qu'il ne faut pas oublier qu'effectivement ces problèmes d'inondation, c'est de la compétence avant tout de la commune, c'est de la compétence de la communauté de communes, c'est elle qui gère les risques d'inondation aussi au niveau de Cléra. C'est elle qui encaisse la GPMI. C'est... Pardon, la GEMAPI. Je confonds avec une autre taxe. Qui est celle qui gère la GEMAPI. Il va falloir aussi que l'on travaille avec les communes voisines et l'agglo de Perpignan, parce que ça me paraît absolument indispensable qu'il y ait un plan cohérent. Et le syndicat, bien entendu, qui doit lui aussi, qui se substitue déjà d'ailleurs aux propriétaires qui ne peuvent pas faire face. Hein. Le syndicat de gestion du bassin, il intervient déjà à de nombreuses reprises. Donc il va falloir mettre toutes ces coordonnées et faire une synergie de toutes ces forces de façon à régler et à améliorer ce problème. Il va falloir surtout avoir la volonté de le faire. Ça, c'est important. Merci Jean. Donc pour conclure sur ce sujet, on n'a donc pas évoqué encore le problème du plan de prévention. Aujourd'hui, je peux que constater qu'il n'y a pas de plan de prévention qui sont mis en œuvre de façon cohérente à Cléra. Donc on a certaines idées qu'on a proposées, que je propose et que je vous invite à partager sur la page Facebook de Cléra d'abord. Dans ces idées, donc, il y a l'élaboration d'un plan de prévention qui soit cohérent avec une information de la population. Il y a le recensement de toutes les personnes qui sont en capacité d'accueillir le soir ou la nuit, pendant plusieurs jours, des personnes qui sont d'amener des gens donc, dans la salle polyvalente, même si l'accueil a été excellent, et on peut remercier encore une fois les services de secours et les bénévoles qui y ont participé. Je tiens à les saluer ce soir. Mais amener des gens dans une salle, c'est pas très confortable, alors qu'on peut, et ça c'est une personne lors des rencontres, les multiples rencontres qu'on a fait qui l'a évoqué, elle a accueilli des gens chez elle pour leur permettre d'être de façon un peu plus confortable que dans la salle polyvalente. Ça, ce sont des choses comme ça. Informer la population. Donc il faut absolument déterminer correctement les tranches de 300 mètres, de 1500 mètres, parce que ça n'a pas été, à mon avis, ça n'a pas été fait correctement. Donc tout ça,
ça fait partie d'un ensemble de mesures qui s'appelle un plan de prévention qui doit être élaboré, qui doit être préparé et mis en œuvre lors des inondations qu'on subit. Mais pas faire je dirais, un petit peu d'improvisation qui est dangereuse pour la population. Voilà, je vous remercie d'avoir débattu avec nous. Si d'autres personnes ont des questions, je vous écoute. Alors, on ne va rien faire contre le Conseil général. Ce n'est pas notre façon de fonctionner. On va travailler avec le Conseil général pour voir les mesures qui ont été prises et les mesures qui restent à prendre. Pour la partie donc, qui est, comme vous le dites, de l'autorité, enfin de la gestion du Conseil départemental, bien entendu, on travaillera avec eux. Mais il n'est pas question d'inonder les uns pour préserver les autres. Il faut qu'il y ait un... Alors aujourd'hui, vous le savez certainement, c'est un syndicat qui a pris compétence, qui s'appelle le SMBVA, c'est le syndicat du bassin versant de la vallée de l'Agly, qui a compétence en la matière pour l'entretien des digues. Pardon ? Ça, c'est un syndicat qui est composé de certaines personnes qui sont élues à Cléra. Donc il faut absolument que ces personnes qui sont élues à Cléra puissent faire autorité et faire entendre leur voix de façon à apporter les solutions qui sont nécessaires. C'est pour ça le syndicat de l'Agly comporte un certain nombre de membres, comporte des élus de Cléra. Il faut que ces gens fassent preuve d'autorité pour se faire entendre et faire respecter notre commune. C'est un domaine un petit peu où je fais analogie avec la communauté de communes, où malheureusement Cléra est très peu entendue. Cléra, il faut le savoir, est le principal financeur de la communauté de communes, et aujourd'hui n'est pas entendu du tout, pas financé du tout. Donc ça, c'est des mesures qu'on condamne, bien entendu, et qu'on va faire modifier dès l'instant où on sera élu, si vous nous faites confiance. Voilà. Est-ce que ça a répondu à votre question ? Voilà. Bon, moi, je n'ai pas besoin de micro. Bon, mis à part l'eau, etc., bon, d'accord, vous avez raison. Oui. Alors, si vous voulez, et là, il y a du coffre, là. Hein. Alors, bon, vous nous avez fait un cours sur l'eau, très bien, parfait. Maintenant, quelle est la suite? Merci. Oui. Quelle est la suite de votre programme? La circulation, les impôts locaux, parlons-en. Alors, merci de nous poser cette question qui est très intéressante, mais très vaste. Donc, aujourd'hui, on a ciblé notre réunion sur la partie inondation parce que c'était quelque chose qui nous paraissait très important et quelque chose que nous sommes les seuls à faire aujourd'hui. Comme je l'ai dit tout à l'heure, tous les autres candidats sont monopolisés par leur liste, par leur présentation et par tout un tas de choses, mais ne font pas attention à ce qu'a subi la population de Cléra. C'est pour ça qu'on a fait cette réunion ce soir. Pour la partie programme. Alors, bien entendu, comme tous les Cléranacs l'ont constaté, la voirie est en état catastrophique. Donc, on a un programme de voirie avec des travaux de réhabilitation de la voirie. C'était mon métier, comme je vous l'ai dit. On va faire l'inventaire de l'ensemble des réseaux, canalisation, eau, assainissement, EDF et tout ce qui est dans le sous-sol, pour faire des travaux qui seront définis dans des phases pluriannuelles, de façon à pouvoir financer sur plusieurs années l'ensemble des travaux de restauration de la voirie. Ça sera bien entendu associé à plan de circulation. Ce plan de circulation permettra de désengorger Cléra, même si c'est un grand mot, mais surtout de permettre aux gens de ralentir la vitesse, aux gens de circuler en sécurité, d'assurer le stationnement correct devant les commerces. Aujourd'hui, c'est l'anarchie la plus complète. Il y a des accidents. Vous savez que les nouvelles mesures qui ont été prises pour permettre un stationnement, notamment sur l'avenue de l'Agly, ont été catastrophiques. Il y a de nombreux accidents. La population ne le sait pas. On a quelqu'un qui est là ici qui peut en témoigner, et puis ça se passe devant chez lui. Des véhicules qui sont détruits. Donc c'est quand même des accidents graves, qui se passent souvent la nuit, parce que les gens n'ont pas pris conscience que les véhicules qui étaient stationnés sont arrêtés, et pensent, comme ils sont sur la voie de circulation, qu'ils sont en mouvement.
Et malheureusement, quand ils s'en rendent compte, c'est trop tard. Donc Jean est là pour témoigner des accidents qu'il a constatés devant chez lui. Ça, c'est un thème de circulation. Donc pour faire ça, on ne va pas faire n'importe quoi. On va solliciter un bureau d'études qui nous proposera un plan de circulation cohérent qui permettra de préparer et de faire en sorte qu'on ait une vision globale de la commune et non pas sur un seul point, comme ça a été fait, avenue de la Glie et boulevard des Albert. Voilà, ça, c'est un autre point. Pour la partie commerce, bien entendu, il faut revitaliser notre centre-bourg. Il faut ramener des commerces. Il faut favoriser l'installation de nouveaux commerces. Ce sont des choses que nous ferons. Nous avons également en projet donc, le rétablissement d'un marché hebdomadaire qui sera le samedi matin, en favorisant les producteurs locaux. Ça, c'est clair. Après, je vous invite à suivre notre site internet où tous les points sont détaillés. Et plus le temps passera, plus vous aurez des points précis et détaillés. Je vous invite encore une fois à suivre la page Facebook de Cléra d'abord, qui prend un thème tous les jours et tous les jours nous donnant un thème avec tous les détails de ce qui est proposé dans ce thème-là. On a évoqué les arrêts de bus qui ne sont pas sécurisés, on va le faire. On a évoqué dernièrement donc, le plan de prévention dont je vous ai parlé tout à l'heure, et tous les thèmes seront abordés. Donc il y a 33 thèmes en tout qui seront déclinés tous les jours sur notre page Facebook. Donc merci d'aller la consulter, vous aurez tous les éléments et toutes les réponses à vos questions. Juste une petite précision, oui. On a donc notre ami Jean Perrault qui est notre spécialiste financier. Ça a été son métier, il se présentera tout à l'heure. Ça a été son métier et il va donner quelques informations sur la partie financière. Oui, vous posiez la question pour les impôts. Une chose est claire, c'est que, a priori, les finances de la commune sont bonnes, elles sont relativement saines, tout simplement parce qu'il n'y a pas d'emprunt, ni d'emprunt toxique, ni une grosse capacité d'emprunt qui a été utilisée. Donc, il y a possibilité de continuer à travailler et à mener à bien des projets sans augmenter les impôts locaux. Les taux d'imposition sur Cléra n'ont pas bougé depuis des années. C'était au départ, il y a quelques années de ça, une des communes avec le taux d'imposition les plus faibles. C'était lié en partie à l'extension de la zone commerciale de Cléra. Ces impôts n'ont pas bougé. Dans les autres communes alentours, les impôts ont diminué, donc elles ont petit à petit rattrapé Cléra, et on se retrouve avec un taux d'imposition qui est relativement faible encore, mais bon, on est en train de se faire rattraper. Donc ça, de ce côté-là. Mais ça n'empêche qu'on a une marge de manœuvre. On ne sait pas vraiment de quoi l'avenir sera obligatoirement fait en matière de finances, puisque vous allez tous en profiter à terme en 2021. On va se retrouver avec une suppression de la taxe d'habitation, qui va être donc, qui est une des grosses ressources de la commune et qui va être remplacée par une dotation de fonctionnement qui va être modifiée. Mais à terme, ces impôts-là vont être remplacés par des impôts fonciers. Les impôts fonciers vont être revus en 2026. Donc ça ne sera plus sur le bon mandat, ça sera sur le futur mandat. Mais il est très important aussi au niveau de la communauté, de la collectivité, de veiller à ce qu'il y ait un taux d'imposition en matière de taxes foncières qui, dans l'avenir, reste cohérent et correct. Voilà. Donc, c'est juste un petit échantillon en ce qui concerne les impositions. Mais donc, pour répondre à votre question, les impôts locaux, a priori, n'ont aucune raison, quels que soient les projets, d'augmenter dans les 6 prochaines années. Voilà. Pour compléter les propos de Jean, juste quelque chose, des choses que vous savez tous, je pense. Le nouveau collège est à l'étude et va bientôt être construit. Donc on saluera ce projet et on le soutiendra, bien entendu, parce que c'est nécessaire à Cléra. Les collèges de Saint-Laurent et de Rivesaltes sont saturés, donc il est important que les enfants puissent aller au collège et dans notre commune. Dans les projets donc également qui sont structurants, on a aujourd'hui une station d'épuration dont je vous parlais tout à l'heure, qu'on a visité hier. Elle est malheureusement dépassée en taille. Elle a été dépassée depuis sa construction, ce qui est encore plus préjudiciable. Le projet, bien entendu, c'est de procéder au doublement de la capacité de cette installation. On était hier avec le personnel de la SOR, que je tiens à remercier pour les explications lors de la visite, qui a été très claire. Il a dit que cette station produisait énormément de boue
et qu'il n'avait jamais vu ça. Donc voilà, il ne comprenait pas trop pourquoi on produisait autant de boue. C'est lié à la capacité des villages, enfin du village, pardon, et des commerces qui déversent leurs eaux sur la station. Voilà pour les grands projets. Après, je vous invite encore une fois à aller sur notre site et à partager notre page, enfin, à parcourir notre page Cléra d'abord, et vous aurez beaucoup d'explications. Après, vous n'hésitez pas à m'appeler, je répondrai à toutes vos questions. Vous avez sur les tracts qui ont été donnés, distribués, le numéro de téléphone, le mail. N'hésitez pas à nous écrire, on vous répondra à chacune de vos questions. Voilà. Alors, il y aura, pour compléter ça, il y aura bien sûr d'autres réunions qui seront proposées. On vous invitera par les tracts et les réseaux sociaux à participer à ces réunions. La prochaine, l'officielle, se tiendra le 6 mars à la salle des fêtes. Sachez qu'on a eu quelques difficultés à avoir des salles, parce que Cléra n'a pas beaucoup de salles à disposition, donc c'est un petit peu difficile d'avoir une salle à disposition. Mais je vous donne rendez-vous le 6 mars, ou peut-être avant, s'il est possible de faire une autre réunion, et ça se trouvera certainement ici. Nous allons maintenant conclure. Vous avez vu sur chacune de vos chaises, il y avait un petit fascicule qui vous permettait de nous contacter. Alors ce fascicule, je vous demanderai de le déposer en partant donc, dans la boîte qui se trouve à la sortie de la salle. Vous pouvez donc nous soutenir sur ce petit fascicule ou rejoindre notre équipe si vous le souhaitez. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Je vais maintenant appeler toutes les personnes de notre liste à me rejoindre ici. Alors, je vous demande de les accueillir chaleureusement. Ces personnes, si vous nous faites confiance, seront vos représentants pendant 6 ans. Alors, j'appelle Alain Boitel. Un petit applaudissement, s'il vous plaît. Aliénor Bachelet. Notre ami Bernard Moreau, qui est là. Bruno Bougouillon. Christine Duclos. Éric Balesta, qui malheureusement ne peut pas être parmi nous ce soir. Frédéric Freigne, qui est passé nous voir tout à l'heure, mais qui n'a pas pu rester. Ensuite, Laetitia Jouet. Marcel Tonat. Marie Giraud. Martine Lenadan. Océane Tari. Ophélie Ruiz. Philippe Dubrois. Simone Izquierdo. Thierry Rondel. Karine Pajard. Et Laurent Bézombe. Et pour terminer, donc vont venir se présenter directement à vous Agnès de Volontat. Merci, bonsoir messieurs, dames, je suis ravie de vous accueillir. Donc j'habite Cléra depuis 20 ans maintenant
J'ai été vigneronne avec mon mari pendant une vingtaine d'années. Et maintenant, nous allons nous consacrer à la mairie de Cléra très prochainement. Je suis avec Daniel Mas dès le début et nous avons beaucoup de courage et beaucoup d'ambition pour que vive Cléra. Isabelle Infray. Bonsoir, je m'appelle Isabelle Infray, j'ai 55 ans, je suis mariée. Nous habitons Cléra depuis 2018. J'ai intégré cette liste sans hésitation parce que c'est une liste qui comprend et qui, allez, espérons, mettre les difficultés des gens, que les gens vivent au quotidien. Ils vont, en espérant bien sûr que vous puissiez voter pour nous, le faire vivre, ce village. Voilà. Merci. Maintenant, je ne sais plus où il est. Jean Perrault. Bonsoir, je m'appelle Jean Perrault. Je vous ai déjà parlé tout à l'heure. J'ai 66 ans. Je suis retraité de la fonction publique, c'est-à-dire que j'étais trésorier, payeur dans des collectivités, dans des grosses communes. Et donc, mon domaine, c'est les finances, effectivement. Et voilà, donc, autrement, je suis à Cléra depuis 2017. Voilà. On va accueillir maintenant l'homme de la sécurité, je ne sais pas où il est, Pascal Homs. Bonsoir à tous et à toutes, merci d'être venus en nombre. Bon voilà, je me présente, monsieur Pascal Homs, 42 ans, marié, père de 3 enfants, demeurant sur la commune depuis 2013, ancien gendarme d'activité. Maintenant, je suis chef d'équipe des services de sécurité incendie dans une grande enseigne sur la zone commerciale, à Cléra, dans le bricolage. Et dès lors que j'ai rencontré Daniel Mas, c'est très important, j'ai vu en l'homme quelqu'un de très honnête, très motivé. Et au sein de toute l'équipe, là, il y a des personnes compétentes qui sont apolitiques et qui ont un seul objectif, c'est-à-dire tout mettre en œuvre pour les Cléranenques et au profit du village. Voilà. Voilà, merci Pascal. Vous l'avez remarqué, on a un certain nombre de jeunes et pour conclure, on a quelqu'un de très jeune qui vient de nous rejoindre et qui s'appelle... Je te laisse te présenter, allez. Alors bonsoir à tous, moi je m'appelle Christopher, j'habite à Cléra. Je suis étudiant en économie et je viens d'avoir 18 ans. Je pratique de la musculation dans un club local, ou plutôt une association. J'ai rejoint la liste de Daniel et son équipe, tout simplement parce que je veux m'investir dans la vie du village et je pense que la jeunesse peut apporter beaucoup au développement dont nous avons besoin. Le dynamisme, le programme et l'honnêteté de l'équipe de Daniel ont été pour moi des éléments de choix très déterminants. J'espère que vous nous ferez confiance. Merci. Ah, j'ai oublié Aimé. Oh là, excuse-moi Aimé. Oh là là. Non, non. Alors, Aimé Meunier, ah oui, effectivement. Bonsoir à tous. Donc, je m'appelle Aimé Meunier, j'ai 43 ans. Donc, je suis moi sur Cléra depuis peu, donc depuis 2 ans. Et j'ai décidé d'intégrer donc la liste de Daniel Mas parce qu'en fait, il donne vraiment des envies de faire bouger, voilà, de faire évoluer Cléra et nous donner à tous la chance de pouvoir faire quelque chose. Voilà. Donc, je vous remercie à tous. Je suis désolé, mais excuse-moi. Voilà, bah écoutez, on va conclure sur cette présentation.
On vous invite bien entendu à nous suivre sur les réseaux sociaux, sur le site internet, comme je vous l'ai dit. Maintenant, on va partager ce qui est très important pour nous, un moment de convivialité avec le verre de l'amitié. Donc, je vous remercie beaucoup. Je vous dis à la prochaine fois. Et n'oubliez pas, Cléra d'abord. Merci à vous.